Bonjour à tous. Bon, ça faisait très longtemps depuis j'ai créé une vidéo depuis mon premier, mais je suis un petit peu excité à continuer avec mes vidéos, particulièrement avec ces vidéos dont je parle dans une langue que je peux parler comme ça et avec un accent. Comme j'ai dit dans l'autre vidéo, j'adore beaucoup des vidéos en anglais où la personne parle avec un accent. C'est très relaxant pour moi et il me semble qu'il y a des gens qui pensent le contraire, ou vice versa, ou moi ou d'autres personnes parlent dans sa langue maternelle. Pas si mauvais, mais il serait évident que c'est une langue étrangère pour le narrateur. Alors, je vais continuer avec un nouveau vidéo après tout ce temps autour de la même sujet. Je vais lire un petit extrait du livre La peste par Albert Camus et je vais commencer au début du chapitre 2 du livre. Mais j'espère que je pourrai faire des autres vidéos avec des sujets différents. J'aime beaucoup apprendre de l'histoire, des cultures, des habitudes saines, et des autres. Mais nous pouvons commencer avec ça et après nous verrons qu'est-ce qui se passera. Ok. La peste, chapitre 2. À partir de ce moment, il est possible de dire que la peste fut notre affaire à tous. Jusque-là, malgré la surprise et l'inquiétude que leur avaient apporté ces événements singuliers, chacun de nos concitoyens avait poursuivi ses occupations, comme il avait pu, à sa place ordinaire. Et sans doute cela devait continuer. Mais une fois les portes fermées, ils s'aperçurent qu'ils étaient tous, et le narrateur lui-même, pris dans le même sac et qu'il fallait s'en arranger. C'est ainsi, par exemple, qu'un sentiment aussi individuel que celui de la séparation d'avec un être aimé devint soudain, dès les premières semaines, celui de tout un peuple, et avec la peur, la souffrance principale de ce long temps d'exil. Une des conséquences les plus remarquables de la fermeture des portes fut en effet la soudaine séparation où furent placés des êtres qui n'y étaient pas préparés. Des mères et des enfants, des époux, des amants qui avaient cru procéder quelques jours auparavant à une séparation temporaire, qui s'étaient embrassés sur le cahier de notre guerre avec 2 ou 3 recommandations, certains de se revoir quelques jours ou quelques semaines plus tard, enfoncés dans la stupide confiance humaine, à peine distraits par ce départ de leurs préoccupations habituelles, se virent d'un seul coup éloigner son regard, empêchés de se rejoindre ou de communiquer, car la fermeture s'était faite quelques heures avant que l'arrêt préfectoral fut publié et naturellement il était impossible de prendre en considération les cas particuliers. On peut dire que cette invasion brutale de la maladie eut pour premier effet d'obliger nos concitoyens à agir comme s'ils n'avaient pas de sentiments individuels. Dans les premières heures de la journée où l'arrêté entra en vigueur, la préfecture fut assaillie par une foule de demandeurs qui, au téléphone ou auprès des fonctionnaires, exposaient des situations également intéressantes et, en même temps, également impossibles à examiner. À la vérité, il fallut plusieurs jours pour que nous nous rendissions compte que nous nous trouvions dans une situation sans compromis et que les mots transiger, faveur, exception n'avaient plus de sens.
Même la légère satisfaction d'écrire nous fut refusée. D'une part, en effet, la vie n'était plus reliée au reste du pays par les moyens de communication habituels, et d'autre part, un nouveau arrêté interdit l'échange de toute correspondance, pour éviter que les lettres puissent devenir les véhicules de l'infection. Au début, quelques privilégiés purent s'aboucher aux portes de la ville avec des sentinelles des postes de garde, qui consentirent à faire passer des messages à l'extérieur. Encore était-ce dans les premiers jours de l'épidémie, à un moment où les gardes trouvaient naturel de céder à des mouvements de compassion. Mais au bout de quelque temps, lorsque les mêmes gardes furent bien persuadés de la gravité de la situation, ils se refusèrent à prendre des responsabilités dont ils ne pouvaient prévoir l'étendue. Les communications téléphoniques interurbaines, autorisées au début, provoquèrent de tels encombrements aux cabines publiques et sur les lignes, qu'elles furent totalement suspendues pendant quelques jours, puis sévèrement limitées à ce qu'on appelait les cas urgents, comme la mort, la naissance et le mariage. Les télégrammes restèrent alors notre seule ressource. Des êtres que liaient l'intelligence, le cœur et la chair en furent réduits à chercher les signes de cette communion ancienne dans les majuscules d'une dépêche de 10 mots. Et comme en fait les formules qu'on peut utiliser dans un télégramme sont vite épuisées, de longues vies communes ou des passions douloureuses se résumèrent rapidement dans un échange périodique de formules toutes faites comme « vais bien, pense à toi, tendresse ». Certains d'entre nous, cependant, s'obstinaient à écrire et imaginer sans trêve pour correspondre avec l'extérieur, des combinaisons qui finissaient toujours par s'avérer illusoires. Quand même quelques-uns des moyens que nous avions imaginés réussissaient, nous n'en savions rien, ne recevant pas de réponse. Pendant des semaines, nous fûmes réduits alors à recommencer sans cesse la même lettre, à recopier les mêmes appels, si bien qu'au bout d'un certain temps, les mots qui d'abord étaient sortis, tous saignants de notre cœur, se vidaient de leur sein. Nous les recopions alors machinalement, essayant de donner, au moyen de ces phrases mortes, des signes de notre vie difficile. Et pour finir, à ces monologues stériles et entêtés, à cette conversation aride avec un mur, l'appel conventionnel du télégramme nous paraissait préférable. Au bout de quelques jours d'ailleurs, quand il devint évident que personne ne parviendrait à sortir de notre vie, on eut l'idée de demander si le retour de ceux qui étaient partis avant l'épidémie pouvait être autorisé. Après quelques jours de réflexion, la préfecture répondit par l'affirmative, mais elle précisa que les rapatriés ne pourraient, en aucun cas, ressortir de la vie et que, s'ils étaient libres de venir, ils ne le seraient pas de repartir. Là encore, quelques familles, d'ailleurs rares, prirent la situation à la légère et faisant passer avant toute prudence le désir où elles étaient de revoir leurs parents, invitèrent ces derniers à profiter de l'occasion. Mais très rapidement, ceux qui étaient prisonniers de la peste comprirent le danger auquel ils exposaient leurs proches et se résignèrent à souffrir cette séparation. Au plus grave de la maladie, on ne vit qu'un cas où les sentiments humains furent plus forts que la peur d'une mort torturée. Ce ne fut pas, comme on pouvait s'y attendre,
deux amants que la mort jetait l'un vers l'autre, par-dessus la souffrance. Il s'agissait seulement du vieux docteur Castel et de sa femme, mariés depuis de nombreuses années. Madame Castel, quelques jours avant l'épidémie, s'était rendue dans une vie voisine. Ce n'était même pas un de ces ménages qui offrent au monde l'exemple d'une bonheur exemplaire, et le narrateur est en mesure de dire que, selon toute probabilité, ces époux, jusqu'ici, n'étaient pas certains d'être satisfaits de leur union. Mais cette séparation brutale et prolongée les avait mis à même de s'assurer qu'ils ne pouvaient vivre éloignés l'un de l'autre, et qu'auprès de cette vérité soudain mise au jour, la peste était peu de choses. Il s'agissait d'une exception. Dans la majorité des cas, la séparation, c'était évident, ne devait cesser qu'avec l'épidémie. Et pour nous tous, le sentiment qui faisait notre vie et que pourtant nous croyions bien connaître, les Oranais, on l'a déjà dit, ont des passions simples. Prenaient un visage nouveau. Des maris et des amants qui avaient la plus grande confiance dans leur compagne se découvraient jaloux. Des hommes qui se croyaient légers, en amour, retrouvaient une constance. Des fils qui avaient vécu près de leur mère en la regardant à peine, mettaient toute leur inquiétude et leur regret dans un pli de son visage qui hantait leur souvenir. Cette séparation brutale, sans pauvre, sans avenir prévisible, nous laissait décontenancés, incapables de réagir contre le souvenir de cette présence, encore si proche et déjà si lointaine, qui occupait maintenant nos journées. En fait, nous souffrions deux fois, de notre souffrance d'abord et de celle ensuite que nous imaginions aux absents, fils, épouses ou amantes. En d'autres circonstances, d'ailleurs, nos concitoyens auraient trouvé une issue dans une vie plus extérieure et plus active. Mais en même temps, la peste les laissait oisifs, réduits à tourner en ronde dans leur vie morne et livrée, jour après jour, au jeu d'excédents du souvenir, car dans leur promenade sans but, ils étaient amenés à passer toujours par les mêmes chemins, et la plupart du temps, dans une si petite vie, ces chemins étaient précisément ceux qu'à une autre époque ils avaient parcourus avec l'absent. Ainsi, la première chose que la peste apporta à nos concitoyens fut l'exil. Et le narrateur est persuadé qu'il peut écrire ici, au nom de tous, ce que lui-même a éprouvé alors, puisqu'il l'a éprouvé en même temps que beaucoup de nos concitoyens. Oui, c'était bien le sentiment de l'exil, que ce creux que nous portions constamment en nous, cette émotion précise, le désir déraisonnable de revenir en arrière ou au contraire de presser la marche du temps, ces flèches brûlantes de la mémoire. Si quelquefois nous nous laissons aller à l'imagination et nous plaisions à étendre de coups de sonnette du rhétor ou un passe familier dans l'escalier, si à ces moments-là, nous consentions à oublier que les trains étaient immobilisés, si nous nous arrangions alors pour rester chez nous à l'heure où, normalement, un voyageur amené par l'express du soir pouvait être rendu dans notre quartier. Bien entendu, ces jeux ne pouvaient durer. Il venait toujours un moment où nous nous apercevions clairement que les trains n'arrivaient pas. Nous savions alors que notre séparation était destinée à durer et que nous devions essayer de nous arranger avec le temps. Dès lors,
nous réintégrions ensemble notre condition de prisonnier. Nous étions réduits à notre passé. Et si même quelques-uns d'entre nous avaient la tentation de vivre dans l'avenir, ils y renonçaient rapidement, autant de moins que leur était possible, en éprouvant les blessures que finalement l'imagination inflige à ceux qui lui font confiance. En particulier, tous nos concitoyens se privèrent très vite, même en public, de l'habitude qu'ils avaient pu prendre de supputer la durée de leur séparation. Pourquoi ? C'est que lorsque les plus pessimistes l'avaient fixé, par exemple à 6 mois, lorsqu'ils avaient épuisé d'avance toute l'amertume de ces mois à venir, hissaient à grande peine leur courage au niveau de cette épreuve, tendu leur dernière force pour demeurer sans faiblir à la hauteur de cette souffrance étirée sur une si longue suite de jours. Alors, parfois, un ami de rencontre, un avis donné par un journal, un soupçon fugitif ou une brusque clairvoyance leur donnait l'idée qu'après tout, il n'y avait pas de raison pour que la maladie ne durât pas plus de 6 mois, et peut-être un an, ou plus encore. À ce moment, le fondement de leur courage, de leur volonté et de leur patience était si brusque qu'il leur semblait qu'ils ne pourraient plus jamais remonter de ce trou. Ils s'astreignaient par conséquent à ne penser jamais au terme de leur délivrance, à ne plus se tourner vers l'avenir et à toujours garder, pour ainsi dire, les yeux baissés. Mais, naturellement, cette prudence, cette façon de ruser avec la douleur, de fermer leur garde pour refuser le combat était mal récompensée. En même temps qu'ils s'évitaient cet effondrement dont ils ne voulaient à aucune prise, ils se privaient en effet de ces moments, en somme assez fréquents, où ils pouvaient oublier la peste dans les images de leur réunion à venir, et par là échouer à mi-distance de ces abîmes et de ces sommets et flotter plutôt qu'ils ne vivaient, abandonnés à des jours sans direction et à des souvenirs stériles, ombres errantes qui n'auraient pu prendre force qu'en acceptant de s'enraciner dans la terre de leur douleur. Ils éprouvaient ainsi la souffrance profonde de tous les prisonniers et de tous les exilés, qui est de vivre avec une mémoire qui ne sert à rien. Ce passé même auquel ils réfléchissaient sans cesse n'avait que le goût du regret. Ils auraient voulu, en effet, pouvoir lui ajouter tout ce qu'ils déploraient de n'avoir pas fait quand ils pouvaient encore le faire avec celui ou celle qu'ils attendaient. De même qu'à toutes les circonstances, même relativement heureuses, de leur vie de prisonnier, ils mêlaient à l'absent, et ce qui les était alors ne pouvait les satisfaire. Impatients de leur présent, ennemis de leur passé et privés d'avenir, nous ressemblions bien ainsi à ceux que la justice ou la haine humaine font vivre derrière des barreaux. Pour finir, le seul moyen d'échapper à ces vacances insupportables était de faire marcher à nouveau les trains par l'imagination et de remplir les heures avec les carillons répétés d'une sonnette pourtant obstinément silencieuse. Mais si était l'exil, dans la majorité des cas c'était l'exil chez soi. Et quoique le narrateur n'ait connu que l'exil de tout le monde, il ne doit pas oublier ceux comme le journaliste Rambert ou d'autres, pour qui, au contraire, les peines de la séparation sont plus fières du fait que, voyageurs surpris par la peste et retenus dans la vie, ils se trouvaient éloignés à la fois de l'être qu'ils ne pouvaient rejoindre
et du pays qui était le leur. Dans l'exil général, ils étaient les plus exilés, car si le temps suscitait chez eux, comme chez tous, l'angoisse qui lui est propre, ils étaient attachés aussi à l'espace et se heurtaient sans cesse aux murs qui séparaient leur refuge empesté de leur patrie perdue. C'étaient eux sans doute qu'on voyait errer à toute heure du jour dans la vie poussiéreuse, appelant dans le silence des soirs qu'ils étaient seuls à connaître, et les matins de leur pays. Ils nourrissaient alors le mal de signes impondérables et de messages déconcertants comme un vol d'hirondelles, une rosée de couchant ou ces rayons bizarres que le soleil abandonne parfois dans les rues désertes. Ce monde extérieur qui peut toujours sauver de tout, ils fermaient les yeux sur lui, entêtés qu'ils étaient à caresser leurs chimères trop réelles et à poursuivre de toute leur force les images d'une terre ou une certaine lumière, deux ou trois collines, l'arbre favori et des visages de femmes composaient un climat pour eux irremplaçable. Pour parler enfin plus expressément des amants, qui sont les plus intéressants et dont le narrateur est peut-être mieux placé pour parler, il se trouvait tourmenté encore par d'autres angoisses au nombre desquelles il faut signaler les remords. Cette situation, en effet, leur permettait de considérer leurs sentiments avec une sorte de fiévreuse objectivité. Et il était rare que, dans ces occasions, leur propre défaillance ne leur apparussant pas clairement. Ils ont trouvé la première occasion dans la difficulté qu'ils avaient à imaginer précisément les faits et gestes de l'absent. Ils déploraient alors l'ignorance où ils étaient de son emploi du temps. Ils s'accusaient de la légèreté avec laquelle ils avaient négligé de s'en informer et fin de croire que, pour un être qui aime, l'emploi du temps de l'aimer n'est pas la source de toutes les joies. Il leur était facile, à partir de ce moment, de remonter dans leur amour et d'en examiner les imperfections. En temps ordinaire, nous savions tous, consciemment ou non, qu'il n'est pas d'amour qui ne puisse se surpasser, et nous acceptions pourtant avec plus ou moins de tranquillité que le nôtre demeura médiocre. Mais le souvenir est plus exigeant, et de façon très conséquente, ce malheur qui nous venait de l'extérieur et qui frappait toute une vie ne nous apportait pas seulement une souffrance injuste dont nous aurions pu nous indigner. Il nous provoquait aussi à nous faire souffrir nous-mêmes et nous faisait ainsi consentir à la douleur. C'était là une des façons qu'avait la maladie de détourner l'attention et de brouiller les cartes. Ainsi, chacun dut accepter de vivre au jour le jour, et seul en face du ciel. Cet abandon général qui pouvait à la longue tromper les caractères commençait pourtant par les rendre futiles. Pour certains de nos concitoyens, par exemple, ils étaient alors soumis à un autre esclavage qui les mettait au service du soleil et de la pluie. Il semblait à les voir qu'ils recevaient pour la première fois et directement l'impression du temps qu'ils faisaient. Ils avaient la mine réjouie sur la simple visite d'une lumière dorée, tandis que les jours de pluie mettaient un voile épais sur le visage et leurs pensées. Ils échappaient, quelques semaines plus tôt, à cette faiblesse et à cet asservissement déraisonnable parce qu'ils n'étaient pas seuls en face du monde et que, dans une certaine mesure,
L'être qui vivait avec eux se plaçait devant leur univers. À partir de cet instant, au contraire, ils furent apparemment livrés aux caprices du ciel, c'est-à-dire qu'ils souffrirent et espérant sans raison. Dans ces extrémités de la solitude enfant, personne ne pouvait espérer l'aide du voisin et chacun restait seul avec sa préoccupation. Si l'un d'entre nous, par hasard, essayait de se confier ou de dire quelque chose de son sentiment, la réponse qu'il recevait, quelle fût, le blessait la plupart du temps. Il s'apercevait alors que son interlocuteur et lui ne parlaient pas de la même chose. Lui, en effet, s'exprimait du fond de longues journées, du rumination et des souffrances, et l'image qu'il voulait communiquer avait cuit longtemps au feu de l'attente et de la passion. L'autre, au contraire, imaginait une émotion conventionnelle. La douleur qu'on vend sur les marchés, une mélancolie de série, bienveillante ou hostile, la réponse tombait toujours à faux, il fallait y renoncer, ou du moins pour ceux à qui le silence était insupportable, et puisque les autres ne pouvaient trouver le vrai langage du cœur, ils se résignaient à adopter la langue des marchés et à parler, eux aussi, sur le mode conventionnel, celui de la simple relation et du fait divers, de la chronique quotidienne en quelque sorte. Là encore, les douleurs les plus vraies prirent l'habitude de se traduire dans les formules banales de la conversation. C'est à ce prix seulement que les prisonniers de la peste pouvaient obtenir la compassion de leur concierge ou l'intérêt de leur auditeur. Cependant, et c'est le plus important, si douloureuses que fussent ces angoisses, si lourd à porter que fût ce cœur pourtant vide, on peut bien dire que ces exilés, dans la première période de la peste, furent des privilégiés. Au moment même, en effet, où la population commençait à s'affoler, leur pensée était tout entière tournée vers l'être qu'ils s'attendaient. Dans la détresse générale, l'égoïsme de la mort les préservait. Et, s'ils pensaient à la peste, ce n'était jamais que dans la mesure où elle donnait à leur séparation des risques d'être éternels. Ils apportaient ainsi au cœur même de l'épidémie une distraction salutaire qu'on était tenté de prendre pour du sang-froid. Le désespoir les sauvait de la panique, leur malheur avait du bon. Par exemple, s'il arrivait que l'un d'eux fût emporté par la maladie, c'était presque toujours sans qu'il pût y prendre garde. Tiré de cette longue conversation intérieure qu'il soutenait avec une ombre, il était alors jeté sans transition au plus épais silence de la terre. Il n'avait eu le temps de rien. Ok, merci beaucoup tout le monde. À plus tard et bonne nuit.